Cette vidéo présente la deuxième session de travaux dirigés. Donc, on va voir ensemble 5 exemples. Le premier, un assemblage comme ça qui est soutenu au point B par un tirant avec mon segment AB. J'ai une charge verticale qui est appliquée au point D, ma charge P de 500 newtons. Et la particularité ici, c'est que cette pièce-là, qui a une forme en L, est venue supporter au point C par un assemblage qui va être soumis à un effort de cisaillement. Donc, j'ai une tige comme celle-ci, et cette tige va être cisaillée sur deux plans de cisaillement de part et d'autre, de façon à soutenir ma pièce. C'est un assemblage ici qui va être rotulé. Donc, la question, pour cette tige qui a un diamètre de 6 mm, comment est-ce qu'on peut calculer la contrainte de cisaillement dans l'axe C ici? Donc ici, si on regarde, c'est un assemblage, comme on l'avait déjà vu dans le cours, qui a deux plans de cisaillement. Donc ici, ce qu'il va falloir que je tienne en compte, c'est que si je veux séparer la pièce de l'appui, je vais devoir effectuer le cisaillement dans deux plans. Donc ça veut dire que mon effort de cisaillement qui est soutenu au niveau de l'appui va être divisé en deux plans de cisaillement. OK, donc le plan de résolution pour cet exemple-là. Première étape, on va se tracer un diagramme de corps libre global et on va effectuer notre équilibre de façon à venir calculer quelles sont nos forces dans le tirant AB, quelles sont nos réactions dans l'appui C. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire un diagramme de corps libre au point C de façon à voir quel est l'effort qui vient cisailler ma tige. Et une fois que j'aurai l'effort tranchant qui passe dans la surface perpendiculaire à l'axe longitudinal de ma tige, je vais pouvoir calculer quelle est la contrainte de cisaillement qui passe dans celle-ci. Okay? Donc, première étape, on fait notre diagramme de corps libre global. Donc, j'ai une partie qui est rigide ici. J'ai ma force de 500 newtons. J'ai ma force AB qui est mon effort interne qui représente la force dans mon tirant AB. J'ai ma réaction au point C ici, qui peut être décomposée en RCX, RCY. Okay? Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est trouver cette résultante RC qui correspond à la force d'appui qui va venir cisailler ma tige qui vient séparer ma pièce d'appui de ma membrure principale. Donc, première étape, on a ce DCL global plus les équations d'équilibre. Donc, je vais utiliser ceci de façon à faire tout d'abord une sommation des forces en Y, positive verticale vers le haut. Donc, je vais avoir ma charge externe, moins 500 newtons, plus RCY, et c'est tout. Donc, ça me permet d'isoler RCY, qui est égal à 500 newtons, donc verticale vers le haut. Je fais une sommation des moments autour de l'axe Z au point C ici, de façon à éliminer deux forces, RCX, RCY. Je vais pouvoir isoler FAB. Donc, si j'ai ma charge externe 500 newtons, qui a un bras de levier qui est indiqué ici de 300 mm, donc ça c'est négatif puisqu'il effectue une rotation horaire, plus FAB fois un bras de levier de 125 mm, ça me donne FAB qui est égal à 1200 newtons en tension. Ensuite, si je fais une sommation des forces en X qui est égale à 0, donc il va me rester à isoler RCX et FAB. Donc, j'ai le moins 1200 newtons pour mon FAB qui est posé en traction, plus RCX qui est inconnu, RCX est égal à 1200 newtons positifs, donc vers la droite. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Calculer mon RC, c'est-à-dire la résultante si je combine mon RCX et mon RCY. Donc ici, ce n'est pas l'orientation qui m'intéresse, c'est la magnitude. Donc la magnitude ici, ça va être RCX au carré plus RCY au carré, racine de tout ça. Donc je trouve la composante sur ma diagonale. Ça va me donner 1200 au carré plus 500 au carré, 1300 newtons. Donc ça ici, c'est la force résultante RC qui passe au point C. Ensuite, je vais faire un diagramme de corps libre de façon à représenter ma partie d'assemblage ici, c'est-à-dire l'axe en C. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ma réaction RC, c'est-à-dire la force qui vient passer ou la force qui s'appuie sur ma membrure. Donc, la force qui est causée par ma pièce en L qui vient s'appuyer. Et de façon à supporter cette pièce-là, je dois avoir les appuis qui viennent de part et d'autre effectuer une force équivalente, c'est-à-dire
la moitié de RC à gauche, la moitié de RC à droite. Donc ça veut dire que dans chaque plan de cisaillement dans ma tige, j'aurai un effort tranchant de RC sur 2. Donc ici, ma contrainte de cisaillement, c'est mon effort tranchant sur l'aire transversale. Mon effort tranchant, on avait dit, c'est RC sur 2 sur l'aire, donc pi d carré sur 4. 650 newtons sur pi fois 6 au carré sur 4, ça donne une contrainte de 23 mégapascal. Donc ici, la seule difficulté, la seule chose qu'on devait considérer de façon spéciale dans le problème, c'est vraiment comprendre le fait qu'on a deux plans de cisaillement. On a besoin de simplement trouver la résultante de mes réactions et effort tranchant sur l'air, ça va donner ma contrainte de cisaillement. OK, on va maintenant voir un deuxième exemple où on va venir analyser ensemble les déformations axiales, ou plutôt les déformations, que ce soit axiales ou transversales, dans les barres qui sont chargées axialement. Donc, on a une barre qui a une longueur qui nous intéresse de 150 mm. Celle-ci a un diamètre de 20 mm. Et ce qu'on va voir, c'est sous l'application d'une charge P, eh bien, quelles vont être les déformations longitudinales et transversales. Donc, par rapport à ici, on cherche l'allongement de la barre, c'est-à-dire ΔL, son changement de longueur, ainsi que son changement de diamètre. Donc, si j'ai une force P de part et d'autre, donc si j'ai 30 kN ici, j'ai 30 kN ici de façon à venir équilibrer les efforts dans cette barre-là, ce qui veut dire que mon effort interne va être de 30 kN. Parfait. Donc, le plan de résolution pour ceci, première étape, j'utilise ma relation classique qui définit qu'est-ce qu'une contrainte, ça va être la force sur l'air. Et je sais par ma loi de Hooke que ma contrainte sigma est également égale à epsilon E, ma déformation en millimètres par millimètre, fois E, mon module élastique. Ce qui vient dire, pour une déformation, j'ai généré combien de contraintes. Ensuite, je sais aussi que mon delta L, mon changement de longueur, ça va être epsilon, ma déformation, fois la longueur de ma barre, ici mon 150 mm. Parfait. Donc, une fois que j'ai ça, ça va me permettre de trouver quel va être mon changement de longueur pour ma barre dans l'axe longitudinal. Ensuite, je vais venir regarder quelles vont être mes déformations transversales. Donc, je sais ici que mon axe Y, c'est l'axe vertical, mais je vais chercher qu'est-ce qui arrive comme déformation dans l'axe transversal. Okay? Donc ça, c'est soit mon EX ou mon EZ. Et ensuite, pour trouver mon changement de diamètre de ma barre, ça va être mon epsilon transversal fois le diamètre de ma barre, soit 20 mm. Donc je commence avec ma loi de Hooke. Donc j'ai besoin de calculer l'aire transversale de ma barre. Je sais que son diamètre est de 20 mm. Donc pi d carré sur 4, ça va me donner pi fois 20 au carré sur 4, 314,4 mm. Ensuite, je calcule ma contrainte normale, la force de 30 kN, fois une aire de 314,4, ça donne une contrainte interne de 95,5 mégapascal. Ensuite, je regarde quelle va être ma déformation longitudinale, c'est-à-dire celle qui est selon l'axe Y. Donc, rappelez-vous, l'axe Y, c'est l'axe vertical. Donc, ça va me donner sigma Y sur E. Donc, ça ici, c'est simplement une réorganisation de ma loi de Hooke. Sigma est égal à epsilon E. Ça va me donner 95 MPa sur 70 000 MPa. Donc, ce qui me donne ici, donc on va donner des MPa divisé par MPa, ça nous donne bien quelque chose qui est adimensionnel. Donc, ça va me donner 1,36 fois 10 moins 3 déformation. Ensuite, une fois que j'ai ma déformation longitudinale, je vais obtenir mon changement de longueur en multipliant ce epsilon fois la longueur de ma barre. Donc, mon 1,36 10 moins 3 déformation fois une longueur de 150 mm, donc qui était la longueur ici entre mes deux traits. Donc, ce qui me donne un allongement entre mes deux traits de 0,205 mm. Parfait. Donc, maintenant, on s'intéresse aux déformations transversales, parce que comme on l'a vu, dans les matériaux, dès qu'on a des déformations longitudinales, par effet de Poisson, j'aurai des déformations transversales également. C'est-à-dire, si ma barre s'allonge, son diamètre devrait se contracter. Au contraire, si je viens appliquer des forces de compression sur ma barre, eh bien, celle-ci devrait se diminuer de longueur longitudinale et devrait augmenter de diamètre. Et le ratio entre cet allongement longitudinal et la diminution de
de diamètre, ou la division de déformation transversale, va être contrôlée par mon coefficient de Poisson. Donc ici, c'est ce qu'on a. Donc on sait que ma déformation soit en X, soit en Z, qui va être la même. Bien, en fait, parce que c'est la direction transversale, donc c'est la même chose dans toutes les directions de ma barre, dans les directions transversales, ça va être moins nu fois epsilon y. Donc ici, ma déformation dans la direction du diamètre, dans ma direction transversale, ça va être moins nu fois epsilon y. De telle sorte que si epsilon y est positif, c'est-à-dire que j'ai la déformation qui vient allonger ma barre, eh bien, ma déformation transversale va être négative, va venir se contracter. Donc, ça me donne moins 0,35 fois 1,36, 10,3. Le résultat, moins 4,76, 10,4. Ça, c'est des déformations. Mon changement de diamètre, ça va être égal à cette déformation transversale fois mon diamètre, ce qui me donne moins 0,0096 mm. Donc, on voit ici que la déformation transversale est beaucoup plus petite que ma déformation longitudinale. Ici, en fait, ce qu'il faut voir, les déformations sont à peu près comparables. Par contre, donc tu vois, la déformation ici est la moitié à peu près de ce qu'on avait ici. En fait, précisément, ça va être 30%. Mais par contre, la contraction, donc le changement de longueur, est beaucoup plus faible au niveau du diamètre qu'au niveau de la longueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le changement de longueur est fonction de la longueur de mon élément. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que la longueur de ma barre, 150 mm, est beaucoup plus importante que le 20 mm de diamètre. Donc c'est ce qui explique que le changement de longueur finale est beaucoup plus important du niveau longitudinal que du niveau transversal. Okay? Donc ici, ce qu'on va voir, on va voir qu'on peut utiliser le logiciel MD Solid de façon à venir analyser ce problème-là. Donc, dans le logiciel MD Solid, il y a un paquet de configurations qui sont disponibles. Donc, là, ici, cet exemple-là spécifiquement est disponible dans la librairie de problèmes ici. Si vous regardez sous l'onglet Material Properties, vous allez voir Poisson Ratio and Round Specimen. Okay? Donc, ici, on peut voir, on a une barre, on a plusieurs onglets pour différents cas. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le cas B, où on va venir spécifier la force appliquée à chaque extrémité de la membrure, qui était de 30 kN. On a une barre de 150 mm, diamètre de 20 mm. On a un module élastique de 70 000 MPa et un coefficient de Poisson de 0,35. Donc, si on calcule, ça va venir nous calculer ici une élongation pour la barre de 0,246 et une contraction transversale de moins 0,09. Donc, on a exactement les mêmes résultats que l'on avait trouvés ici. Donc, 205 et moins 0,096, on a les mêmes résultats. Parfait. Donc, voilà pour ce deuxième exemple. Donc, maintenant, troisième exemple, on va venir voir comment est-ce qu'on peut venir étudier l'état de contrainte sur des plans inclinés dans les membrures. Donc, imaginons, on a ici une membrure en bois. On a une charge P de 11 kN qui est appliquée de part et d'autre. Et ce que je veux faire, c'est venir faire une analyse de l'état de contrainte sur un plan incliné à 45 degrés. Donc, ma membrure ici a 150 mm de large, à 75 mm de hauteur, et sur le plan 45 degrés, je veux trouver quelle va être ma contrainte normale et ma contrainte de cisaillement. Donc ici, de façon plus précise, j'aurais dû marquer taux NT, parce que toujours les efforts de cisaillement sont définis par deux indices. Le premier indice, rappelez-vous, ça va être le plan sur lequel la contrainte agit. Donc ici, c'est le plan normal dans la direction T tangentielle. OK? Donc ici, si on fait le plan de résolution, donc première étape, je vais venir trouver mon aire normal sur mon plan incliné. Okay? Donc je peux trouver mon aire sur mon plan à 90 degrés, donc c'est base fois hauteur. Maintenant, en utilisant l'angle qui est ici, je vais venir retrouver mon aire sur mon plan incliné à 45 degrés. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire un diagramme de corps libre où je vais garder qu'une des deux parties au niveau de la coupe et je vais me définir un repère NT normal et tangentiel. Donc, de façon à venir exprimer mon effort normal, mon effort tranchant, et je vais calculer ceci par équilibre. Donc, une fois que j'aurai mes forces, j'ai mon AM, je vais pouvoir calculer ma contrainte normale et ma contrainte de cisaillement, taux NT. OK.
Donc, si on regarde visuellement, qu'est-ce qui se passe? Pour calculer tout d'abord mon aire normale, donc ici, je vais avoir 1, ce ne serait pas DCL, plutôt ce serait AN. Donc, j'ai ici deux angles de 45 degrés. C'était ce qu'on avait ici sur notre diagramme. Donc, ce que j'ai sur ma partie verticale ici, comme à l'extrémité de ma membrure, ça va être mon aire de ma section transversale. Donc, celle-ci qui est perpendiculaire à mon axe longitudinal. Donc, je sais que cette aire-là, ça va être 150 mm fois 75. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ma contrainte qui n'agit pas sur cette face-là, mais sur une face qui est inclinée à 45 degrés. Donc, pour trouver cette aire AN, je vais faire l'aire de ma section que je connais, donc l'aire sur un plan vertical. Donc, 150 fois 75 mm, ça va donner 11 250 mm². Et je sais que le cosinus de 45 degrés, ça va être A sur AN, adjacent sur hypoténuse. Donc, ça me permet d'isoler AN, qui va être mon aire ici de 11 250 sur cosinus 45, un aire qui est de 15 909 mm². Donc, gardez en tête, une aire comme ça sur un plan incliné va toujours être supérieure à une aire sur un plan vertical. Parfait. Deuxième étape, on va faire le diagramme de corps libre et je vais regarder à mon repère NT. Donc, j'ai ici ma force de 11 kN qui agit vers la gauche. J'ai mon angle de 45 degrés. Je me fais un repère NT de façon à venir explicitement représenter mon effort normal et mon effort de cisaillement, mon effort tranchant. Et ça, c'est équivalent à une décomposition qu'on pourrait faire sur un triangle où j'ai ma force de 11 kN, j'ai mon effort tranchant qui est parallèle à ma direction T ici, et j'ai mon effort normal qui est parallèle à mon N ici, dans la direction normale. Donc, ce que je vais faire, c'est venir décomposer cette force P selon ces deux forces ici. Donc, le calcul de ma force normale, mon effort tranchant, je peux dire que le sinus de 45 degrés, donc c'est opposé sur hypoténuse, ça va être N sur P, ça me permet d'isoler N, qui va être P sinus de 45 degrés, qui me donne 7,7 kN. Ensuite, le cosinus de 45 degrés, ça va être adjacent sur hypoténuse, ça va me donner moins V sur P. Donc ici, je dois renverser le signe des deux forces, je vais mettre un négatif, de façon à ce que les deux ne pointent pas dans la même direction, de façon à ce que l'une se compense avec l'autre. Ça me donne V est égal à moins P cos 45 degrés, moins 7,7 kN. Ensuite, en 4, donc j'ai ma contrainte normale, j'ai ma contrainte de cisaillement que je dois calculer. Donc, contrainte normale, ça va être la force normale sur mon aire AN. Donc, 7700 Newton sur mon 15 909 mm², ça me donne 0,5 mégapascal. Ensuite, mon taux NT, je vais avoir mon effort tranchant sur mon aire AN, 0,5 MPa. Donc, voilà comment on a pu explicitement représenter comment, lorsqu'on fait l'étude d'un état de contrainte sur un plan incliné, on a à la fois une combinaison d'effort normal et d'effort de cisaillement. Okay? Ça peut paraître intéressant d'un point de vue académique, OK, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à l'état de contrainte sur un plan incliné? Dans quel cas pratique est-ce que ça va arriver? Voilà ici un exemple. Donc, quand on veut faire un assemblage bout à bout en bois, donc typiquement, de faire un assemblage qui a une grande résistance, on va venir faire des peignes comme ceci, OK? De façon à venir coller ce joint-là et que la contrainte dans la colle soit telle qu'on peut faire un joint qui est au moins aussi résistant que le matériau lui-même. Donc, on va venir étudier ça ici. On fait l'hypothèse que l'angle de chacune de mes dents est de 15,2 degrés Celsius. Et la question ici, quelle devrait être la résistance de ma colle? Donc, ici, ça va être une résistance en traction et en cisaillement. Si j'ai besoin d'un facteur de sécurité de 3 et la force qui sollicite ma membrure est un effort de 2 kN en traction. Ici, comme plan de résolution, gardez en tête, mais si j'ai une dent ici symétrique qui fait 15,2 degrés, aux extrémités comme ceci, je peux voir que j'ai des demi-dents qui vont faire la moitié de l'angle, soit 15,2 sur 2. Donc, le plan de résolution, je vais dire, tout d'abord, je vais calculer mon aire sur mon plan incliné, c'est-à-dire sur une face d'une demi-dent ici. Okay? Donc, mon plan vertical, ça va être la hauteur de la dent. Mon plan incliné, ça va être la surface oblique ici sur ma dent.
Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut venir simplifier ce problème-là. Je ne vais pas commencer à calculer quelles sont toutes mes forces en jeu sur tout mon peigne ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir décomposer ce problème-là, comme je vois que c'est simplement le même problème qui est répété encore, encore et encore. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais faire l'analyse pour trouver la force, mais simplement pour une seule demi-dent. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 demi-dents. Okay? Donc, je vais venir généraliser je vais calculer pour simplement une demi-dent et je vais venir généraliser mon problème, ma résistance, en tenant compte du fait que j'ai 9 demi-dents. Donc, une fois que je vais faire ça, je vais faire le diagramme de corps libre pour une de ces demi-dents-là. Je vais venir définir un repère normal tangentiel. Ensuite, je vais venir calculer ma contrainte normale sigma n, ma contrainte de cisaillement taux nt. Je vais calculer ma contrainte requise et ma contrainte normale requise et ma contrainte de cisaillement requise pour ma colle. Donc ici, première étape, je viens calculer quel va être mon R sur mon plan incliné. Donc, pour mon R ici, j'avais dit que je calculais mon R vertical, ça va être mon R horizontal. Donc, je connais que la longueur d'une dent, c'est 15 mm. Donc, je connais la profondeur de la membrure sur 50 mm. Donc, je connais mon A, ça va être 15 fois 50 mm. Donc, maintenant, si je cherche mon R sur ma partie horizontale, mon R, ça va être 15 mm fois 50, ça va donner 750 mm². Donc ici, je sais que le cosinus de 7,6 degrés, ça va être adjacent sur l'hypoténuse, donc A sur AN, ça permet d'isoler AN. A sur cos de 7,6 degrés, ça va donner 756 mm². Je suis plus grand que 750 mm², ça devrait fonctionner. Donc maintenant, ensuite, je vais venir trouver la force qui est exercée sur un plan. Donc, la force en X, donc la direction longitudinale, ça va être, comme on disait, on a 9 demi-dents. Donc, ça va être ma force Fx sur 9. Donc, j'avais une force, on avait dit, de 2000 kN sur 9, 222 kN. Donc, ensuite, je vais regarder mon diagramme de corps libre de façon à venir décomposer cette force qui agit sur une demi-dent en composante normale, en composante tangentielle. Donc ici, j'ai mon repère x, y, z. J'ai ma force pour une demi-dent de 222 newtons, ce qui agit ici vers la gauche. J'ai mon angle pour une demi-dent de 7,6 degrés. Donc, je vais avoir mon nouveau repère normal tangentiel. Et donc, ce repère normal tangentiel me permet d'explicitement représenter ma force normale, ma force de cisaillement, mon effort tranchant. Et je peux venir représenter de façon équivalente cette décomposition comme étant mon effort de 222 newtons ainsi qu'un effort normal, un effort tranchant. Okay? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc maintenant, ce qu'on voit ici, c'est sur le coin ici en haut, j'ai un angle droit. Pourquoi? Parce que ça représente l'angle droit qui est dans mon repère NT. Donc, je suis simplement venu ici avoir une force N qui est parallèle, une force V qui est parallèle à ce côté-ci. Okay? Donc, c'est donc dire, je vais venir décomposer ce 222 newtons en V et N, pour lequel j'ai ce triangle qui a un angle de 7,6 degrés. Donc, je peux dire ici, cosinus de 7,6, ça va être adjacent sur hypoténuse. Donc, ici, moins V sur ma composante. Je dois encore, mes deux flèches pointent dans la même direction. Je dois les renverser de façon à les équilibrer. Donc, V, ça va être moins 222 cosinus de 7,6 degrés, moins 220 newtons. Le sinus de mon angle 7,6, ça va être opposé sur hypoténuse. Donc, N sur 222 newtons. N, ça me donne 222 newtons sinus de 7,6 degrés. 29, ici, petite erreur, ce n'est pas des kilonewtons, c'est bel et bien des newtons. Parfait. Donc ensuite, le calcul de ma contrainte normale, contrainte tangentielle. Donc, contrainte normale N sur AN. 29 newtons sur 756 mm², qui va me donner 0,04 mégapascal. Ensuite, ma contrainte de cisaillement taux NT, qui va être égale à V sur AN, c'est-à-dire 220 newtons sur 756 mm², 0,29 MPa. Maintenant, je suis à l'étape de calculer quelles sont les contraintes requises pour ma colle. Donc ici, on a dit que ma contrainte requise, on doit utiliser un facteur de sécurité de 3. Donc ça veut dire que ça va être mon 0,04 MPa pour ma contrainte normale fois un facteur de 3, 0,12 mégapascal. Contrainte de cisaillement requise, 0,29 fois 3, 0,87 MPa. Donc si on fait une comparaison ici,
quel était l'effort normal qui passe dans ma membrure. Donc, la force axiale sur l'aire transversale. Donc, je vais avoir 2000 newtons, qui était la charge appliquée sur ma membrure, fois une section de 50 mm, fois 50 mm fois 9 dents, fois, ici, si je calcule ma hauteur verticale, pour une longueur de 15 mm, ça va me donner une hauteur de 2 mm. Donc, 9 demi-dents fois 2 mm, ça va me donner 2,2 mégapascales. Donc, ce qu'on voit, si on avait essayé ici de couper ma membrure de façon verticale et de la coller bout à bout, j'aurais dû avoir une colle qui soutient un effort tranchant nul, mais qui a une contrainte initiale de traction de 2,2 MPa, ce qui est extrêmement élevé. Au contraire, maintenant que j'ai fait ces peignes qui sont inclinées, la contrainte qui vient solliciter ma membrure, ça va être 0,29 MPa en cisaillement, 0,04 MPa en traction. Donc, c'est pour ça, c'est ce qui explique pourquoi, quand on fait des joints en bois bout à bout, on va faire des joints comme ceux-ci, de façon à venir utiliser le fait que sur un plan incliné, on vient décomposer notre contrainte normale en une composante normale et tangentielle, de façon à venir minimiser les efforts, de façon à avoir un joint qui va être au moins aussi solide que le matériau de base, de façon à s'assurer que si jamais il y avait à avoir défaillance, bien, cette défaillance-là ne va pas venir se produire dans mon assemblage. OK. Regardons maintenant un problème de déformation axiale pour un problème qui est isostatique. Donc, on a deux barres qui sont l'une sur l'autre. Première, segment BC qui a une longueur de 0,5 m, segment AB qui a une longueur de 0,4 m. J'ai une charge P de 6 kN appliquée ici. J'ai une charge Q de 42 kN que j'ai vers le bas. Et le module élastique de mes deux barres, c'est de 70 000 mégapascales. Donc, ma question, quel va être le déplacement delta A au point A, déplacement au point B? Donc, le plan de résolution, on va faire tout d'abord un diagramme de corps libre, de façon à trouver quels sont les efforts internes dans chacune de mes barres. Ensuite, je vais venir exprimer l'allongement de chacune de mes barres en fonction des forces internes, ainsi que des propriétés géométriques, longueur et aire de section, ainsi que propriétés de matériaux, mon module élastique E. Instant. OK. Donc ici, première étape, je vais faire mon diagramme de corps libre et l'équilibre. Donc ici, je suis venu couper au point B et couper mes deux barres, mes segments AB, mes segments BC. Donc j'ai un 6 kN vers le haut, j'ai un 42 kN vers le bas et j'ai mon FBC que je vais poser comme inconnu, comme étant en traction. Donc sommation des forces en Y, genre plus 6 moins 42 moins FBC, ça me permet d'isoler mon FBC qui va être ici de 36 kN en compression. Donc, je vais faire ici une sommation des forces en Y. Si je veux faire, je n'ai pas fait le diagramme de corps libre, mais si je veux calculer ma force dans mon segment AB, mais j'aurais ici, si je faisais une coupe au niveau ici, 6 kN moins FAB, qui va me donner FAB égal à 6 kN en traction. Donc, j'ai mon FAB, j'ai mon FBC, je peux calculer mes allongements. Donc, comme on le disait, l'allongement FL sur AE, c'est-à-dire mon FAB, LAB, mon aire de ma section AB et son module élastique. Donc, 6000 Newton qu'on a calculé ici en traction, une longueur de 400 mm, un aire de section de 314 mm², c'est-à-dire pi d carré sur 4, donc pour lequel mon diamètre est 60 mm, pas 60, 20 mm, pardon, fois mon module élastique de 70 000 MPa, ça me donne 0,109 mm. Ça va être l'allongement de mon segment AB. Okay? Donc, le changement de longueur entre le point B et le point A. Ensuite, mon EBC, je fais la même chose. Force de compression de 36 000 Newton. Rappelez-vous toujours tenir vos unités en Newton, millimètres, MPa. Donc, longueur de 500, aire de section de pi fois diamètre 60 mm au carré sur 4, 2826 mm², fois module élastique de 70 000 MPa, ça me donne une contraction, puisque j'ai un effort de compression, de moins 0,091 mm. Parfait. Donc maintenant, c'est temps de regarder ma compatibilité des déformations. Je sais qu'au niveau du point C, mon déplacement est nul. Donc je peux dire delta C est égal à 0. Ensuite, quel va être mon déplacement au point B? Ça va être le déplacement au point C plus l'allongement de mon segment BC. Donc ici, delta B, ça va être
delta C, qui est 0, plus EBC, qui est décalculé ici. Donc, c'est-à-dire moins 0,091 mm. Le déplacement au point A, ça va être le déplacement au point B, puisque mon segment AB repose sur le point B, plus mon allongement du segment AB, c'est-à-dire delta B plus EAB, moins 0,091, notre réponse précédente, plus 0,109, 0,02 mm. Okay? Regardons maintenant comment est-ce qu'on peut étudier ce problème-là à l'aide du logiciel MD Solid. Donc, de façon à étudier ce problème-là, on va aller dans General Analysis for Axial Torsion and Beam Analysis. Donc ici, on a plusieurs types d'analyse. Dans notre cas, ce sont des déformations axiales. Donc ici, on peut choisir le nombre d'éléments qu'on a. Dans notre cas, on a 2 éléments. On vient entrer la longueur de chacun de nos éléments. Donc ici, je l'ai entré en mètres, 0,5 mètres, 0,4 mètres. J'ai les aires de section. J'ai les modules élastiques pour chacune de mes barres. Donc ici, pour l'instant, je n'ai pas de changement de température, je n'ai pas de coefficient d'expansion thermique, je n'ai pas besoin de ça parce que pour l'instant, ce ne sont pas dans mes problèmes. Si on en avait, on peut entrer les données ici. Ensuite, je viens spécifier mon déplacement à l'extrémité 1 ici, qui est de 0 mm, c'est mon point fixe, c'est ce qui vient ajouter ma condition d'appui ici. Et je viens ici au nœud 2, ajouter une force de moins 42 kN, et je viens ajouter au point 3 une force de 6 kN. Je peux calculer, mais ça va venir calculer quelles sont les contraintes internes, donc moins 12 MPa et 19 MPa, donc dans ma barre 1, dans ma barre 2, et ça vient calculer quelles sont les déflexions, les déplacements au point 2, au point 3. Donc moins 0,09 au point 2, 0,018 au point 3, c'est ce qu'on avait ici, mon 0,02 et moins 0,09. Okay? Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire ce problème à l'aide du module General Analysis dans MD Solid. Regardons maintenant un dernier exemple. Maintenant, on va regarder l'analyse du comportement axial hyperstatique pour un chargement ici où j'ai 2 matériaux qui sont combinés. Donc, j'ai au centre un élément en bronze, j'ai à l'extérieur 2 parties qui sont en aluminium. Donc, le bronze a un... Je ne sais pas si c'est du bronze, je pense que c'est plutôt peut-être du laiton. Donc, brass, je pense que c'est plutôt le laiton. Mais en tout cas, dans tous les cas, on a un module élastique de 105 gigapascales pour la partie intérieure. On a un module élastique de 70 gigapascales pour la partie extérieure. Et on a ici une plaque rigide de telle sorte qu'on sait que le déplacement de la partie intérieure ou extérieure va être exactement la même. Et ici, la charge appliquée est de 450 kN. Et ici, ma partie H, c'est-à-dire la largeur de ma partie extérieure, c'est 10 mm. Donc, le plan pour résoudre ceci, donc je vais me faire un diagramme de corps libre de façon à venir explicitement représenter quels sont les efforts internes et de venir utiliser mes équations d'équilibre de façon à me bâtir une première équation. Qu'est-ce que je vais voir? J'ai une équation, 2 inconnues, la force dans chacun des matériaux et je ne pourrais pas résoudre. J'ai un problème qui est hyperstatique. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir exprimer l'allongement de chacune de mes barres en fonction des propriétés géométriques, propriétés de matériaux et des forces internes. Ensuite, je vais venir exprimer une équation de compatibilité des déformations. Comment une barre se déforme par rapport à l'autre. Ensuite, je vais venir remplacer ce que j'ai ici, ou plutôt remplacer ce que j'ai en 2 dans 3. Ça me donne une équation supplémentaire, que lorsque je vais combiner dans 1, je vais pouvoir résoudre. Je vais avoir 2 équations de 2 inconnues. Je vais pouvoir trouver mes forces inconnues. Une fois que j'aurai les forces, j'ai les aires de section, je peux trouver mes contraintes dans chacune de mes barres. Donc, on commence avec le diagramme de corps libre. J'ai ici une coupe de cette barre ici. J'ai ma force de 450 newtons. J'ai mon FBR, la force dans mon... je ne suis pas sûr si c'est bronze ou laiton, mais appelons-la FBR. J'ai aussi la moitié de ma force dans mon aluminium, puisque par symétrie, j'ai la même épaisseur de l'autre côté. Je peux venir combiner ça comme étant FAL sur 2 pour chacune des parties sur l'extérieur. Donc, je peux faire ma sommation des forces en Y, ça va être moins 450, moins FAL, moins FBR. Donc, une équation de 2 inconnues. J'ai bel et bien un problème qui est hyperstatique. Ensuite, je vais regarder quel est l'allongement EI de chacune de mes barres. J'ai l'air ABR qui va être
une profondeur de 60 mm fois une largeur de 40, 2400 mm². L'air pour l'aluminium, j'ai encore une fois une profondeur de 60 mm fois 2 fois 10 mm, c'est ma quantité H ici. Ça me donne 1200 mm². Donc, je peux venir exprimer l'allongement de ma barre AL en fonction de ma force FAL qui est inconnue. Donc, FL sur AE. Je fais la même chose pour mon EBR. Donc, mon FBR qui est inconnu. Donc, la même longueur, l'aire de section, fois mon module élastique. Donc, FBR sur 840 000. Donc, maintenant, il me reste à déterminer mon équation de compatibilité. Ici, c'est assez facile. Je sais que comme le point à l'extrémité inférieure est fixe, je sais que comme j'ai une plaque rigide au niveau supérieur ici, c'est-à-dire que les deux barres vont se déplacer de la même quantité, je vais savoir que EBR doit implicitement être égal à EAL. Donc, je peux venir dans cette équation de compatibilité, remplacer mes deux quantités ici. Ce qui va dire que FBR sur 280 000 ou FBR sur 840 000 va être égal à FAL sur 280 000. Ce qui me dit que FAL va être égal au tiers de FBR. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir remplacer ces équations-là dans mon équation d'équilibre que j'avais au départ. Donc je peux dire ici, sommation des forces en Y, donc mon première équation d'équilibre, ça va être moins 450 newtons, ma force externe, moins un tiers de FBR, qui est mon FAL ici, moins FBR. Tout est exprimé en termes de FBR, ça permet d'isoler FBR, moins 337,5 kN, donc en compression. J'avais ma relation que FAL, c'est un tiers FBR, donc ça me permet de calculer mon F dans l'aluminium, moins 112,5 kN en compression. Donc finalement, ma contrainte dans chacun de mes matériaux, sigma BR, FBR sur l'aire de ma section, donc mon 337 500 newtons sur des millimètres carrés, 140 MPa de compression. Dans l'aluminium, force sur l'air, ça me donnait 93,75 mégapascal en compression, encore une fois. Donc, on va regarder maintenant comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là avec MD solide. Donc là, ici, on a des problèmes qui sont indeterminate axial, okay? Des problèmes qui sont hyperstatiques. Donc ici, on a plusieurs types de configurations. Ici, nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est la configuration coaxiale, les deux barres qui sont selon un même axe longitudinal. Donc ici, on vient entrer la force qui va être vers le bas. On met la barre 1 ici, on va venir mettre la longueur. La barre 2 est de la même longueur. Quel est l'air combiné pour la barre 1 ou la barre 2? Leur module élastique. Ensuite, on vient déterminer, on vient calculer. Et ça va venir calculer quelle est la force, quelle est la contrainte dans chacune de mes barres. Donc, on avait dit 93 pour l'aluminium, 140 pour le laiton. 93, 140, on obtient les mêmes résultats. Donc, il y a d'autres types d'analyses ici. Des barres qui sont à chaque extrémité. On peut avoir des barres, des assemblages qui sont spécifiques où on a des assemblages boulonnés comme ceux-ci. Donc, voilà ce qui conclut ce que je vais voir avec vous pour cette seconde session de travaux dirigés.